C'était un son que Sophie n'avait pas entendu depuis 10 ans. Les notes de la claire de lune de Debussy flottaient dans le couloir de l'hôtel particulier. Lentes, imparfaites, mais bien réelles. Sophie laissa tomber son sac à main sur le sol de marbre. Elle courut vers le salon où se trouvait le piano à queue, recouvert d'un drap blanc depuis 8 ans. Et ce qu'elle vit la fit tomber à genoux. Mais avant de vous raconter ce que Sophie vit ce vendredi après-midi, je dois vous emmener 10 ans en arrière. Car cette histoire ne commence pas avec le son d'un piano. Elle commence avec le silence de main. Si vous avez déjà vu quelqu'un perdre ce qu'il aimait le plus au monde, alors vous comprendrez ce qu'Hélène ressentit le jour où ses doigts cessèrent de lui obéir. Hélène avait 38 ans lorsque le diagnostic tomba comme un coup de foudre dans un ciel bleu. Polyarthrite rhumatoïde. Le rhumatologue lui expliqua avec des mots qui sonnaient comme une sentence de mort. La maladie attaquerait ses articulations progressivement. Il n'y avait pas de guérison, seulement des traitements pour retarder l'inévitable. Hélène écouta tout sans pleurer. Elle hocha la tête, signa les papiers du traitement. Et quand elle arriva dans son appartement ce soir-là, elle s'assit devant le piano à queue qui était son compagnon depuis l'âge de 6 ans. Elle joua pendant 4 heures d'affilée. Chopin, Debussy, Beethoven, Liszt. Tout ce que ses mains pouvaient encore faire, car Hélène savait ce que le médecin ne lui avait pas dit noir sur blanc. Pour une pianiste concertiste, la polyarthrite rhumatoïde aux mains signifie la fin. Hélène n'était pas n'importe quelle pianiste. À 17 ans, elle avait gagné le concours national de piano des jeunes talents. À 24 ans, elle avait fait ses débuts en tant que soliste avec l'orchestre philharmonique de la ville. À 32 ans, elle avait joué à la salle Pleyel, à Paris. Le jour de la salle Pleyel avait été le plus important de sa vie. Hélène se souvenait de chaque détail. La robe bleu marine qu'elle avait choisie, le trac avant de monter sur scène. Les lumières qui l'aveuglèrent lorsqu'elle se dirigea vers le piano à queue Steinway qui l'attendait au centre de la scène. 2000 sièges, tous occupés. Tous les yeux rivés sur une pianiste de 32 ans qui avait réussi à arriver jusque-là grâce à son pur talent. Hélène joua le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninoff. 40 minutes de musique qui exigeait acquis tout d'un pianiste. Vitesse, précision, émotion. Lorsque la dernière note résonna, il y eut une seconde de silence absolu. Cette seconde où tout est suspendu, où le public assimile ce qu'il vient d'entendre. Et après l'explosion, des applaudissements qui remplirent la salle, des cris de bravo, des gens debout, des larmes sur les visages d'inconnus qui avaient été touchés par la musique. Hélène fit 3 révérences. 3 fois elle sortit et rentra de scène. 3 fois, les applaudissements continuèrent. Après le concert, un critique du Monde écrivit « Hélène possède quelque chose qui ne s'apprend pas. Ses mains ne se contentent pas de frapper les touches. Elle touche l'âme de celui qui écoute. » Hélène garda cet article dans un dossier spécial. Elle le relisait chaque fois qu'elle doutait d'elle-même, chaque fois qu'elle avait besoin de se rappeler qui elle était. Maintenant, cet article se trouvait au fond d'un tiroir qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années. Avec les programmes de concerts, les photographies, les souvenirs d'une vie qui n'existait plus. Ses mains avaient parcouru les touches des pianos les plus prestigieux du monde, avaient interprété les pièces les plus complexes du répertoire classique, avaient reçu des ovations debout d'un public qui pleurait d'émotion. Et maintenant, à 38 ans, ses mêmes mains commençaient à la trahir. Les 2 premières années furent une bataille silencieuse. Hélène prenait ses médicaments, faisait ses exercices, continuait à s'entraîner 4 heures par jour, même si c'était de plus en plus douloureux. Mais l'arthrite ne négociait pas. À 40 ans, Hélène ne pouvait plus terminer une pièce sans erreur. La douleur dans les articulations était constante. Les articulations de ses doigts commençaient à se déformer. À 42 ans, elle dut annuler son dernier concert programmé. Elle ne pouvait pas maintenir le tempo pendant plus de 3 minutes d'affilée. À 44 ans, elle cessa d'essayer. Le soir où Hélène ferma le couvercle du piano pour la dernière fois, il n'y eut pas de larmes, seulement un vide profond qui s'installa dans sa poitrine et qui ne la quitterait jamais. Elle recouvrit le piano d'un drap blanc, un linceul pour ce qui avait été sa vie, et elle dit à Sophie que personne, absolument personne, ne devait plus jamais le découvrir. Sophie était la sœur aînée d'Hélène.
4 ans d'écart, mais cela aurait pu être 40. Pendant qu'Hélène passait des heures devant le piano étant enfant, Sophie étudiait les chiffres et les stratégies commerciales. Pendant qu'Hélène gagnait des concours de musique, Sophie gagnait des bourses d'études en administration des affaires. La vie les avait menés sur des chemins complètement différents. Sophie hérita du groupe pharmaceutique de son père à son décès. Elle en fit un empire. À 52 ans, elle était l'une des femmes d'affaires les plus prospères du pays. Hélène hérita du talent artistique de sa mère. Et aussi, apparemment, de la prédisposition génétique à la polyarthrite rhumatoïde que sa mère n'avait jamais développée car elle était morte jeune d'autres causes. Quand Hélène ne put plus vivre seule, Sophie la reçut dans son hôtel particulier sans hésiter. Pas par obligation, par amour, par culpabilité aussi, même si elle ne l'admettrait jamais. Car Sophie avait toujours eu l'impression que la vie avait été injuste. Elle avait la santé, le succès, l'argent. Hélène avait le talent, la passion, et maintenant des mains qui pouvaient à peine tenir une tasse de café. Sophie engagea les meilleurs rhumatologues, payant des traitements expérimentaux dans des cliniques en Europe, achetant chaque dispositif, chaque appareil, chaque thérapie qui promettait un soulagement. Rien ne fonctionna. Et à chaque traitement qui échouait, Sophie travaillait plus d'heures, restait plus tard au bureau, rentrait à la maison quand Hélène dormait déjà. Ce n'était pas qu'elle s'en fichait, c'était qu'elle ne savait pas comment affronter la douleur de voir sa sœur se faner. Sophie pouvait négocier des contrats de plusieurs millions d'euros avec les entreprises les plus dures du monde. Mais elle ne pouvait pas s'asseoir à côté d'Hélène et simplement être là. L'argent était plus facile à donner que le temps. La distance était plus facile à maintenir que la présence. Sophie pensait qu'elle aidait. Ce qu'elle faisait en réalité, c'était fuir. C'est une chose qu'elle ne découvrirait que bien plus tard. 2 ans avant ce vendredi après-midi, Sophie engagea Mireille. L'annonce disait simplement « Recherche employé de maison. Temps plein, expérience requise ». Mireille avait 45 ans quand elle se présenta à l'entretien. Cheveux noirs avec des fils d'argent relevés en un chignon bas. Mains calleuses par des années de travail. Yeux qui avaient vu plus de douleur que son visage ne laissait transparaître. Le curriculum vitae de Mireille était impressionnant mais pas extraordinaire. 20 ans d'expérience dans de grandes maisons, références excellentes, ponctualité irréprochable. Sophie l'a embauchée après 5 minutes d'entretien. Il y avait quelque chose chez Mireille qui inspirait confiance, une solidité silencieuse. Ce que Sophie ignorait, ce que personne ne savait, était ce qui se cachait derrière ses yeux tranquilles. La mère de Mireille était morte de polyarthrite rhumatoïde. Pas directement de la maladie, mais des complications, de l'immobilité, de la dépression qui survient quand votre corps devient une prison. Les 5 dernières années de la vie de sa mère, Mireille les a passées à la voir tout perdre. D'abord la capacité de marcher, ensuite la capacité de manger seule, et à la fin, la capacité de parler. Mais ce qui a le plus détruit Mireille fut de voir les mains de sa mère, des mains qu'il avait caressées quand elle était petite, des mains qui avaient cuisiné ses plats préférés, des mains qui avaient serré les siennes quand elle avait peur. Ses mains se sont déformées au point de devenir irreconnaissables. Et sa mère n'a plus jamais pu la toucher. Le jour des funérailles, Mireille a fait une promesse silencieuse au bord du cercueil. Elle jurait que si jamais elle rencontrait quelqu'un souffrant de la même chose que sa mère, elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour l'aider, tout ce qu'elle n'avait pas pu faire pour elle. Ce n'était pas une promesse religieuse. Ce n'était pas un vœu formel. C'était simplement une certitude qui s'est installée dans son cœur et qui ne l'a jamais abandonnée. Quand Mireille est entrée dans l'hôtel particulier de Sophie pour la première fois, elle ne savait pas que la promesse était sur le point de se réaliser. Les premiers jours furent normaux. Mireille nettoyait, rangeait, cuisinait, faisait tout ce qu'on attendait d'une employée de maison exemplaire. Sophie était presque jamais là. Elle partait à 6 heures du matin et revenait à 10 heures du soir, parfois plus tard. Hélène passait ses journées dans sa chambre ou dans le salon, à lire, à regarder par la fenêtre, existant plus que vivant. Et Mireille observait en silence. Observait comment Hélène tenait les livres avec difficulté, comme il lui était difficile d'ouvrir les portes, comme ses mains tremblaient en essayant d'accomplir n'importe quelle tâche, mais surtout,
Elle observait les mains. Mireille connaissait ses mains. Elle avait vu ces mêmes déformations, cette même rigidité, cette même douleur. Elle l'avait vue chez sa mère pendant des années. Et chaque fois qu'elle regardait les mains d'Hélène, elle sentait que sa mère lui murmurait à l'oreille « La voici. Voici la personne que tu as promis d'aider. » Mais ce n'était pas si simple. Mireille était une employée de maison. Son travail était de nettoyer et de cuisiner. Elle n'était ni médecin, ni kinésithérapeute, ni rien qui lui donnait l'autorité pour intervenir. De plus, Hélène était une femme orgueilleuse. Elle avait clairement fait savoir dès le début qu'elle ne voulait pas de compassion, qu'elle ne voulait pas que quiconque la traite comme une invalide. Le piano recouvert était un rappel quotidien des limites qu'Hélène avait imposées. Personne ne pouvait le toucher. Personne ne pouvait même en parler. Mireille comprenait cette douleur. Elle comprenait la nécessité de protéger le peu de dignité qui restait. Alors, pendant les premières semaines, Mireille n'a rien fait d'autre qu'observer et attendre. Le moment est arrivé un mardi après-midi. 6 semaines après que Mireille ait commencé à travailler dans l'hôtel particulier, Sophie était en réunion à l'étranger. La maison était silencieuse. Mireille a fini de nettoyer le 2e étage et est descendue. Elle se dirigeait vers la cuisine quand elle a entendu un son, un sanglot étouffé. Il venait du salon. Mireille s'est approchée avec précaution. La porte était entrebâillée, et elle a vu Hélène debout devant le piano recouvert, pleurant en silence, avec une main sur le drap blanc, comme si elle caressait un cercueil. Mireille s'est figée. Elle savait qu'elle devait partir, qu'elle ne devait pas interrompre ce moment privé, que ce n'était pas sa place. Mais quelque chose l'a retenue, quelque chose dans la façon dont Hélène pleurait, sans faire de bruit, sans demander d'aide, comme quelqu'un qui a accepté que la douleur soit son seul compagnon. Mireille connaissait ses pleurs. Elle les avait entendus chez sa propre mère. Et à ce moment-là, Mireille a pris une décision. Elle n'allait pas rester à regarder une autre femme s'éteindre sous ses yeux. Mais Sophie ne savait rien de tout ça, parce que Sophie n'était pas là. Et c'est exactement le problème de cette histoire. Sophie payait tout. Les meilleurs médecins, les meilleurs traitements, le plus grand hôtel particulier. Mais elle n'a jamais été présente pour voir ce qui se passait réellement sous son propre toit. Ce qui s'est passé après ce mardi allait tout changer, mais pour comprendre comment, j'ai besoin de vous raconter exactement ce qu'a fait Mireille et pourquoi elle l'a fait en secret. Si cette histoire vous touche, si vous sentez que vous connaissez cette douleur, restez, parce que ce qui vient ensuite est ce que personne n'attendait. Le lendemain du mardi où elle a vu Hélène pleurer devant le piano, Mireille est arrivée à l'hôtel particulier 40 minutes plus tôt que d'habitude. Sophie était déjà partie au travail. Hélène dormait encore. Mireille est allée directement à la cuisine. Elle a mis de l'eau à chauffer, a préparé une infusion de camomille au miel et a attendu. Quand Hélène est descendue ce matin-là, elle a trouvé Mireille qui l'attendait avec une tasse fumante dans les mains. « Bonjour, Madame Hélène, je vous ai préparé quelque chose de chaud pour les mains. » Hélène l'a regardée avec surprise. Personne ne lui avait offert quelque chose comme ça avant. Les médecins lui donnèrent des pilules. Sophie lui donnait de l'argent pour des traitements. Mais personne ne lui avait simplement offert quelque chose de chaud à tenir. Hélène a pris la tasse. La chaleur s'est infiltrée dans ses doigts raides. Et pour la première fois depuis des mois, elle a senti quelque chose qui ressemblait à un soulagement. Ce fut un moment petit, insignifiant pour quiconque l'aurait vu. Mais pour Mireille, ce fut le premier pas d'un plan qui avait commencé à se former dans son esprit. Un plan qui n'incluait ni pilules, ni traitements expérimentaux. Un plan basé sur quelque chose de beaucoup plus simple, la présence. Les jours qui ont suivi, Mireille a répété le rituel, chaque matin, 40 minutes avant son horaire officiel. Elle arrivait à l'hôtel particulier, préparait l'infusion, attendait Hélène. Hélène n'a jamais demandé pourquoi. Elle a simplement accepté la tasse chaque matin et s'est assise pour boire en silence. Et Mireille observait comment Hélène tenait la tasse, quel doigt lui faisait le plus mal, comment changeait son expression quand la chaleur pénétrait ses articulations. Mireille faisait ce que les médecins n'avaient jamais eu le temps de faire, étudier Hélène, connaître sa douleur, comprendre son corps,
Après 2 semaines de thé matinal, Mireille a franchi l'étape suivante. Un jeudi après-midi, quand elle a fini de nettoyer le 2e étage, elle est allée dans la chambre d'Hélène, a frappé doucement à la porte. « Madame Hélène, j'ai apporté quelque chose pour vous. » Dans ses mains, elle portait un petit flacon de verre. À l'intérieur, une huile couleur ambre qui sentait le romarin et la lavande. Je l'ai acheté avec mon propre argent. C'est de l'huile de romarin et de lavande. Ma mère l'utilisait pour ses articulations. Hélène a regardé le flacon avec méfiance. Les médecins disent que ces choses-là, ça ne sert à rien. Mireille acquiesça. Les médecins savent beaucoup de choses. Mais ma mère disait que la douleur n'est pas seulement dans le corps, elle est aussi dans l'âme. Et l'âme répond à des choses que la médecine ne peut pas mesurer. Hélène ne dit rien, mais elle accepta le flacon. Ce soir-là, avant de dormir, elle s'appliqua un peu d'huile sur les jointures. L'arôme emplit sa chambre. Et pour la première fois depuis des années, elle rêva que ses mains touchaient le piano. Ce ne fut pas une guérison miraculeuse. Ce ne fut même pas un soulagement significatif de la douleur. Mais ce fut quelque chose. Et ce quelque chose fut suffisant pour qu'Hélène, le lendemain, n'éconduise pas la proposition de Mireille. « Madame Hélène, puis-je vous faire un massage des mains? Seulement 10 minutes. Si ça ne vous plaît pas, je ne vous le proposerai plus. » Hélène la regarda avec ses yeux qui avaient vu trop d'espoir se briser. « Pourquoi voulez-vous faire ça, Mireille? Ce n'est pas votre travail. » Mireille ne répondit pas immédiatement. Elle regarda les mains d'Hélène. Ces mains qui, un jour, avaient créé une musique à faire pleurer les gens, parce que mes mains peuvent faire quelque chose pour les vôtres. Et c'est une raison suffisante. Hélène ne comprit pas ce que Mireille voulait dire. Pas encore, mais elle acquiesça, et ainsi tout commença. Le premier massage dura exactement 10 minutes. Mireille travailla avec une délicatesse qui surprit Hélène. Il n'y avait pas de hâte, pas de force excessive, seulement des mouvements lents, circulaires, qui semblaient connaître exactement l'emplacement de la douleur. Hélène ferma les yeux, et pendant un instant, elle oublia que ses mains étaient brisées. Quand ce fut terminé, Hélène ne dit pas merci. Elle ne dit rien. Elle regarda seulement Mireille avec une expression que cette dernière n'avait jamais vue auparavant. C'était quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mais c'était un espoir fragile. Tellement fragile qu'Hélène n'osait pas le nommer. Qu'auriez-vous fait? Vous, si vous voyez quelqu'un abandonné, si vous voyez quelqu'un qui a perdu tout espoir, recommencer à croire, auriez-vous continué? Même si personne ne vous le demandait. Mireille le fit. Le lendemain, elle proposa à nouveau le massage, et le suivant encore. La routine s'installa sans que personne ne la planifie. Chaque après-midi, après avoir terminé ses tâches ménagères, Mireille allait dans la chambre d'Hélène. Elle sortait le flacon d'huile de romarin. Et pendant 40 minutes, elle travaillait les mains d'Hélène avec une patience qui défiait toute logique. 40 minutes, tous les jours, sans exception. Sophie ne savait rien de tout cela. Elle rentrait à la maison trop tard. Elle partait trop tôt. Et quand elle demandait comment allait Hélène, la réponse était toujours la même, comme d'habitude. Mais Hélène n'était plus comme d'habitude. Quelque chose était en train de changer. Ce fut subtil au début. Tellement subtil que même Hélène elle-même ne le remarqua pas. Ses mains étaient toujours déformées. La douleur toujours présente. La polyarthrite continuait de progresser. Mais quelque chose d'autre se passait sous la surface. Hélène commença à ressentir des picotements dans les doigts après les massages. Un picotement qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle ne le dit à personne, pas même à Mireille. Elle avait peur que nommer l'espoir ne le détruise. Mais Mireille le remarqua, parce que Mireille remarquait tout. Elle vit comment Hélène fléchissait les doigts après les massages, comment elle les regardait avec une expression différente, comment parfois, presque sans s'en rendre compte, elle les bougeait dans l'air comme si elle touchait des touches invisibles. Mireille ne dit rien non plus. Elle continua juste à travailler. Jour après jour, semaine après semaine, le flacon d'huile de romarin se vidait et Mireille en achetait un autre avec son propre salaire. Elle ne demanda jamais de remboursement. Elle ne mentionna jamais la dépense.
Les mains de Mireille commencèrent à souffrir aussi, à force de masser, à force d'appliquer de la pression, à force de travailler. Ses propres mains commencèrent à se fissurer. La peau se dessécha. Des callosités nouvelles apparurent. Mais Mireille ne se plaignit pas. Pas une seule fois. Parce que chaque fois qu'elle regardait les mains d'Hélène, elle voyait les mains de sa mère. Et si elle pouvait donner à Hélène ce qu'elle n'avait pas pu donner à sa mère, alors ses propres mains pouvaient payer n'importe quel prix. 3 mois passèrent. 3 mois de thé chaud chaque matin. 3 mois de massage chaque après-midi. 3 mois de silence partagé entre 2 femmes qui comprenaient ce que signifiait la douleur. Chaque séance de massage suivait un rituel que Mireille avait développé avec le temps. D'abord, elle chauffait l'huile de romarin en la frottant entre ses paumes pendant 30 secondes. L'arôme emplit la pièce, préparant Hélène à ce qui allait suivre. Ensuite, elle commençait par les doigts, un par un, massant de la base jusqu'à la pointe. Mouvement circulaire, lent, constant. Les articulations d'Hélène craquaient parfois. Le son était inquiétant au début, mais Mireille apprit à l'écouter comme un signal. Un craquement fort signifiait une tension accumulée. Un craquement doux signifiait un progrès. Après les doigts venait la paume. Mireille pressait avec les pouces, suivant les lignes naturelles de la main, la ligne de vie, la ligne de cœur, la ligne de tête. Elle ne croyait pas à la chiromancie, mais elle aimait penser qu'elle caressait le destin d'Hélène, le réécrivant à chaque pression. Après la paume venait le dos de la main, les tendons visibles sous la peau fine, les veines bleutées qui palpitaient à chaque battement, et enfin, le poignet. La zone où la douleur d'Hélène était la plus intense, où la polyarthrite avait causé le plus de dommages. Mireille travaillait le poignet avec un soin particulier. Rotation douce, étirement minime, pression délicate. Parfois, Hélène retenait sa respiration. Parfois, elle fermait les yeux fortement. Parfois, une larme s'échappait de sa joue. Mireille ne lui disait jamais d'arrêter de pleurer. Elle ne lui disait jamais d'être forte. Elle continuait juste à travailler, laissant la douleur sortir comme elle devait sortir. Quand elle terminait une main, elle commençait avec l'autre. Le même rituel, le même soin, la même patience. 40 minutes chaque après-midi, 20 par main, 720 minutes chaque mois. 12 heures de ses mains touchant les mains d'Hélène. Mireille n'a jamais fait le compte. Elle ne le faisait pas pour les chiffres. Elle le faisait parce que c'était la chose à faire. Mais si quelqu'un avait calculé le temps que Mireille a investi dans ces 2 ans, le résultat serait époustouflant. 17 280 minutes, 288 heures, 12 jours complets de massage, 12 jours de sa vie dédiés aux mains d'une autre personne, sans salaire supplémentaire, sans reconnaissance, sans même un merci la plupart du temps. Parce qu'Hélène ne savait pas comment remercier pour quelque chose comme ça. Il n'y avait pas de mots pour ce que Mireille faisait. Et Mireille n'avait pas besoin de mots. Elle avait seulement besoin de voir qu'Hélène allait mieux. Et Hélène allait mieux. Pas de manière visible au début. Pas de manière qu'un médecin pourrait mesurer. Mais de manière que seules elles deux pouvaient remarquer. La raideur matinale durait moins longtemps. Avant, Hélène avait besoin d'1 heure pour que ses doigts répondent au réveil. Maintenant, 30 minutes suffisaient. La douleur nocturne diminuait. Avant, Hélène se réveillait plusieurs fois la nuit avec des élancements dans les articulations. Maintenant, elle dormait d'une traite. Et quelque chose de plus. Quelque chose qu'aucune des deux n'attendait. Hélène recommençait à rêver. Avant, ses rêves étaient vides, sombres, comme des pièces sans meubles où elle errait perdue. Maintenant, ses rêves avaient de la musique. Elle se réveillait certains matins avec des mélodies en tête, des chansons qu'elle avait jouées il y a des années, des chansons qu'elle croyait avoir oubliées. Elle ne dit rien à Mireille de ses rêves. C'était trop fragile pour le partager, trop dangereux de nommer l'espoir. Mais Mireille le remarqua de toute façon. Elle le remarqua dans la façon dont Hélène regardait par la fenêtre, avec moins de tristesse, avec quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. Elle le remarqua dans la façon dont Hélène bougeait les doigts inconsciemment, comme si elle touchait des touches invisibles dans l'air. Elle le remarqua dans la façon dont Hélène parfois fredonnait, sans s'en rendre compte. Des fragments de mélodies que seul quelqu'un qui avait joué beaucoup de musique pouvait connaître. Mireille gardait ses observations pour elle-même. Elle ne voulait pas faire pression.
Elle ne voulait pas créer d'attente. Elle continuait simplement à travailler, jour après jour, main après main. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un lundi après-midi, après le massage habituel, Hélène resta à fixer le flacon d'huile vide. « Mireille, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Mireille attendit. « Je veux que tu dévoiles le piano. » Mireille sentit son cœur s'arrêter. Le piano qui était recouvert depuis 8 ans, le piano que personne ne pouvait toucher, le piano qu'Hélène avait transformé en un monument à sa douleur. « Êtes-vous sûre, Madame Hélène ?» Hélène ne répondit pas immédiatement. Elle regarda ses mains qui étaient encore déformées, qui faisaient encore mal, qui ne pouvaient toujours pas faire ce qu'elles faisaient avant, mais qui maintenant pouvaient sentir. « Je veux voir si je me souviens encore de ce que ça fait. » Mireille se dirigea vers le salon. Elle s'arrêta devant le piano recouvert. Elle prit le drap blanc à 2 mains et tira. Le piano à queue apparut comme un fantôme qui revient à la vie. Noir, brillant, magnifique. Les touches d'ivoire scintillaient sous la lumière de l'après-midi. Hélène s'approcha lentement, comme quelqu'un qui s'approche d'un vieil amour après des années de séparation. Elle s'assit sur le tabouret, leva les mains au-dessus des touches et ne toucha rien. Elle resta juste là, avec les mains suspendues, tremblante. Mireille ne dit rien. Elle resta juste debout, à quelques mètres, attendant. Les minutes passèrent. Et alors, Hélène baissa les mains, pas sur les touches, sur ses genoux. « Je n'y arrive toujours pas, » murmura-t-elle. « Pas encore. » Mireille acquiesça. « Alors nous continuerons à travailler, jusqu'à ce que vous puissiez. » Cette nuit-là, Mireille acheta un cahier. Elle commença à dessiner des exercices pour les mains, des mouvements spécifiques, des étirements, des pressions. Tout ce qu'elle avait appris en regardant des vidéos, en lisant des livres, en observant Hélène. Elle n'était pas kinésithérapeute, elle n'avait pas de diplôme, elle n'avait pas de formation, mais elle avait quelque chose qu'aucun diplôme ne peut donner, la détermination de quelqu'un qui a fait une promesse. Le cahier se remplit page après page. Chaque exercice avait un nom, chaque mouvement avait une instruction détaillée. Elle ne le fit pas pour le montrer à personne, elle le fit pour ne pas oublier, pour s'assurer que chaque jour, elle pouvait donner à Hélène exactement ce dont elle avait besoin, ce que personne ne savait, ce que même Hélène ne soupçonnait pas. C'était que ce cahier serait la preuve de quelque chose qui changerait tout, mais cela viendrait plus tard. Pour l'instant, il n'existait que la routine, thé chaud, massage, exercice, patience, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Sophie ne savait toujours rien. Elle continuait à arriver en retard. Elle continuait à payer les traitements qui ne fonctionnaient pas. Elle continuait à penser que l'argent suffisait. Et pendant ce temps, sous son propre toit, une employée de maison faisait ce que tout son argent ne pouvait pas acheter. Elle rendait ses mains à sa sœur. 6 mois passèrent. 6 mois de massage quotidien. 6 mois d'exercice en silence. 6 mois d'espoir fragile qui grandissait comme une plante dans l'obscurité. Le cahier de Mireille avait déjà plus de 50 pages, remplies de dessins et de notes. Chaque exercice adapté spécifiquement pour les mains d'Hélène. Chaque mouvement calibré pour ne pas causer de douleur, mais stimuler les muscles atrophiés. Mireille avait appris l'anatomie de la main en regardant des vidéos sur Internet le soir. Elle avait mémorisé les noms de chaque os, chaque tendon, chaque articulation, les os du carpe, les métacarpiens, les phalanges. Elle ne le fit pas par obligation professionnelle. Elle le fit parce que chaque nom qu'elle apprenait était un outil de plus pour aider Hélène. Et Hélène allait mieux. Ce n'était pas une amélioration miraculeuse. Ce n'était pas une guérison. La polyarthrite était toujours là. Les déformations étaient toujours là. La douleur était toujours là. Mais maintenant, Hélène pouvait fermer le poing complètement. Quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire depuis 3 ans. Maintenant, Hélène pouvait tenir un verre d'eau sans que ses mains ne tremblent. Quelque chose qu'elle n'avait pas pu faire depuis 2 ans. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, Hélène s'asseyait devant le piano dévoilé tous les après-midi. Elle ne jouait pas.
Elle restait juste là, avec les mains sur les touches, sentant l'ivoire sous ses doigts. Mireille la regardait depuis la porte, sans interrompre. Elle savait que quelque chose était sur le point de se passer. Elle pouvait le sentir. Et alors arriva ce vendredi d'octobre. Sophie avait une réunion importante ce matin-là. Une négociation avec un groupe pharmaceutique européen qu'elle préparait depuis des mois. Mais la réunion fut annulée au dernier moment. Le PDG de l'autre entreprise eut une urgence familiale et demanda à reprogrammer. Sophie regarda son agenda vide. Il était 14 heures, pour la première fois depuis des années. Elle n'avait rien à faire. Elle pensa à retourner au bureau, à réviser des documents, à avancer son travail. Mais quelque chose l'arrêta. Une sensation étrange qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle décida de rentrer à la maison plus tôt. Peut-être pourrait-elle déjeuner avec Hélène. Peut-être pourrait-elle parler de quelque chose d'autre que sa maladie. Sophie conduisit vers l'hôtel particulier sans prévenir. Elle n'appela pas, n'envoya pas de message. Elle arriva simplement. Elle gara la voiture à l'entrée, se dirigea vers la porte principale, et alors, elle l'entendit. Un son qui la paralysa au milieu de l'allée de gravier. Les notes de la claire de lune de Debussy, lentes, imparfaites, hésitantes, mais inconfondibles. Sophie resta immobile. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. C'était impossible. Hélène n'avait pas touché le piano depuis 10 ans. Le piano était recouvert. Hélène avait interdit à quiconque de le dévoiler. Mais ces notes que Sophie avait entendues 1000 fois quand elles étaient petites, quand Hélène s'exerçait pendant des heures sur le piano de la maison de ses parents. Sophie accourut. Elle ouvrit la porte principale, traversant le vestibule. Ses talons résonnaient sur le marbre. Et elle arriva au salon. Ce qu'elle vit la fit tomber à genoux. Hélène était assise au piano. Ses mains, encore déformées, encore marquées par la maladie, se mouvaient sur les touches. Pas avec la fluidité d'avant, pas avec la précision d'une concertiste, mais elle se mouvait. Hélène jouait. Après 10 ans de silence, Hélène jouait. Et derrière elle, debout près de la fenêtre, se tenait Mireille, la femme de ménage que Sophie se souvenait à peine avoir embauchée, la femme silencieuse qui nettoyait et cuisinait, et que Sophie n'avait jamais vraiment regardée. Mireille pleurait, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, tandis qu'elle regardait Hélène jouer, et Sophie comprit. Elle ne comprit pas tout, pas encore, mais elle comprit que quelque chose s'était passé dans cette maison pendant son absence, quelque chose d'énorme, quelque chose qui n'avait rien à voir avec les traitements qu'elle payait, ni avec les médecins qu'elle engageait. Hélène atteignit la 8e mesure de clair de lune et s'arrêta. Elle ne pouvait pas continuer. Ses mains n'avaient pas encore la force de le faire, mais ces 8 mesures imparfaites, étaient un miracle. Hélène se retourna lentement. Elle vit Sophie agenouillée à l'entrée du salon. Elle vit les larmes sur son visage. « Sophie », murmura Hélène, « tu es arrivée plus tôt. » Sophie ne pouvait pas parler. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle se leva avec difficulté, s'approcha d'Hélène, s'agenouilla à côté du banc du piano et embrassa sa sœur. Une étreinte de 10 ans de silence, de 10 ans de culpabilité, de 10 ans de distance que l'argent n'avait jamais pu combler. « Comment ?» fut la seule chose que Sophie réussit à dire. « Comment est-ce possible ?» Hélène regarda Mireille. Mireille ne dit rien. Elle baissa simplement les yeux. Sophie se tourna vers la femme de ménage. Elle la regarda vraiment pour la première fois. Et alors, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué. Les mains de Mireille. Elles étaient rouges, gercées, couvertes de callosité qui ne venaient pas de nettoyer les sols ni de laver la vaisselle. Elles venaient de masser, de presser, de travailler d'autres mains pendant des heures et des heures. Sophie se leva, s'approcha de Mireille, prit les mains de la femme de ménage entre les siennes. « Qu'avez-vous fait ?» demanda Sophie. « Qu'avez-vous fait à ma sœur ?» Ce n'était pas une accusation, c'était une supplication. Sophie avait besoin de comprendre. Mireille ne répondit pas immédiatement. Elle regarda les mains de Sophie tenir les siennes, des mains de femme d'affaires,
Des mains qui signaient des contrats de plusieurs millions. Des mains qui n'avaient jamais eu de callosité. J'ai seulement fait ce que ces mains ne pouvaient plus faire. Madame Sophie, j'ai donné du temps aux siennes. Sophie lâcha les mains de Mireille comme si elle brûlait. 2 ans répéta Sophie. 2 ans? Oui, madame, tous les jours. Tous les jours. Sophie se retourna, regarda Hélène, regarda le piano, regarda le drap blanc jeté sur le sol. 2 ans, pendant qu'elle arrivait en retard, pendant qu'elle payait des traitements qui ne fonctionnaient pas, pendant qu'elle se cachait au bureau pour ne pas affronter la douleur de sa sœur. Une femme de ménage avait fait ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle avait été présente. Si vous n'avez pas eu de frisson en entendant ça, si vous ne ressentez rien dans votre poitrine à cet instant, alors vous devez vérifier si vous avez une âme, parce que ce que Mireille a fait, ça ne s'achète pas, ça ne s'engage pas, ça ne se délègue pas. Sophie s'effondra sur le canapé, se couvrit le visage avec ses mains. « Pourquoi ?» demanda Sophie sans regarder personne. « Pourquoi avez-vous fait ça? Mireille, ce n'est pas votre travail. Personne ne vous a demandé de le faire. » Mireille resta silencieuse un moment. Et alors, pour la première fois en 2 ans de travail dans cette maison, elle parla d'elle-même. « Ma mère avait une polyarthrite rhumatoïde. » Sophie leva la tête. « La même maladie que Madame Hélène. » Hélène se tourna sur le banc du piano. Mireille s'approcha de la fenêtre, regarda dehors, vers le jardin qu'elle entretenait elle-même le matin. « Ma mère était couturière. Elle avait les mains les plus habiles que j'ai jamais connues. Elle pouvait coudre une robe de mariée en 3 jours. Elle pouvait broder des fleurs si réelles qu'elles semblaient de fraîchement coupées. » Mireille fit une pause. Sa voix tremblait. « La polyarthrite est arrivée quand j'avais 16 ans. J'ai vu comment ses mains se sont déformées. Comment chaque jour il lui coûtait plus cher de faire ce qu'elle aimait. » Sophie et Hélène écoutaient en silence. Les 5 dernières années de sa vie, ma mère n'a rien pu coudre, rien pu broder, rien pu faire avec ses mains. Mireille se tourna, regarda Sophie directement dans les yeux. Mais le pire, Madame Sophie, le pire, ce n'était pas qu'elle ne puisse plus coudre. Le pire, c'était qu'elle ne pouvait plus me caresser. Sophie sentit quelque chose se briser à l'intérieur d'elle. Ma mère m'a élevée seule. Quand j'étais triste, elle me caressait les cheveux. Quand j'avais peur, elle me prenait les mains. Quand je pleurais, elle essuyait mes larmes avec ses doigts. Les yeux de Mireille étaient remplis de larmes. Les 5 dernières années de sa vie, elle n'a pas pu me toucher. Ses mains étaient si raides, si déformées, que ça lui faisait mal même de frôler ma peau. Hélène se leva du banc, s'approcha de Mireille. Mireille continua à parler. « Le jour où ma mère est morte, j'ai fait une promesse. J'ai promis que si jamais je rencontrais quelqu'un souffrant de la même chose, je ferais tout ce que je pourrais pour l'aider, tout ce que je n'avais pas pu faire pour elle. » Hélène prit les mains de Mireille, ses mains gercées, rouges, usées par le travail, et les embrassa. « Mireille, » murmura Hélène, « je ne savais pas. Tu ne m'as jamais rien dit. Vous n'aviez pas à le savoir. Madame Hélène, je ne l'ai pas fait pour que vous le sachiez. Je l'ai fait parce que vos mains méritent une seconde chance, parce que la musique que vous pouvez créer mérite d'exister dans le monde. » Sophie se releva du canapé, s'approcha d'où se trouvaient Hélène et Mireille. Les 3 femmes restèrent debout au centre du salon, le piano à queue brillant derrière elles, la lumière de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres. Sophie regarda Mireille. « Combien vous dois-je » demanda Sophie. « Pour tout ce que vous avez fait. Dites-le moi et je vous paie. » Mireille secoua la tête. « Je ne vous dois rien. Madame Sophie, vous me payez pour nettoyer votre maison. Ce que j'ai fait pour Madame Hélène, ça n'a pas de prix, parce que je ne l'ai pas fait pour l'argent. Alors pourquoi ?» Mireille glissa la main dans la poche de son tablier, en sortit une petite photographie, usée, pliée au coin. Elle la montra à Sophie et Hélène. C'était la photo d'une femme âgée, aux cheveux gris, avec un sourire timide, et avec les mains déformées par l'arthrite. « Voici ma mère, » dit Mireille. La photo date d'1 an avant sa mort. Elle ne pouvait plus coudre, elle ne pouvait plus broder, mais elle pouvait encore sourire. Hélène fixa la photo. Elle vit les mains de la mère de Mireille, tellement semblables aux siennes.
Quand j'ai vu les mains de Madame Hélène pour la première fois, dit Mireille, j'ai vu les mains de ma mère. Et j'ai su que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Pas une autre fois. Sophie prit la photo, la regarda longuement. Et elle comprit. Elle comprit qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, des choses que le succès ne peut pas accomplir, des choses que seul l'amour et le dévouement peuvent créer. Elle comprit que pendant qu'elle construisait un empire, une employée de maison était en train de reconstruire sa sœur. Elle comprit qu'elle avait échoué et que Mireille avait réussi là où elle avait failli. Mais ce que Sophie ne savait pas encore, ce que personne dans ce salon ne savait, c'est que l'histoire ne s'arrêtait pas là, car le dernier cadeau de Mireille à Hélène n'était pas un massage. C'était quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui changerait tout. 3 semaines après cet après-midi de vendredi, Hélène fêta ses 49 ans. Sophie organisa une petite célébration. Juste elles 3. Hélène, Mireille et elle. Pas d'invités, pas de cérémonie. Juste un gâteau, des bougies et le premier dîner qu'elles partageaient ensemble depuis des années. Quand elles eurent fini de manger, Mireille se leva de table. « J'ai un cadeau pour vous, Madame Hélène. » Hélène la regarda, surprise. Elle ne s'attendait à aucun cadeau de qui que ce soit, encore moins de Mireille. Mireille sortit une enveloppe de son sac, une enveloppe blanche, sans marque, sans nom. Elle la tendit à Hélène à 2 mains, comme si elle offrait quelque chose de sacré. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Mireille, « mais j'espère que ça vous aidera. » Hélène ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite à la main. 2 pages, une écriture soignée, ronde, celle de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire beaucoup. Hélène commença à lire à voix haute. « Chère Madame Hélène, je vous écris ceci parce qu'il y a des choses que mes mains peuvent dire, mais que ma bouche ne peut pas. Vous m'avez demandé une fois pourquoi je fais ce que je fais. Je vous ai dit que c'était pour ma mère. Et c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Ma mère ne m'a pas seulement appris la douleur de perdre ses mains, elle m'a appris la dignité de continuer à essayer. Les derniers mois de sa vie, quand elle ne pouvait même plus tenir une fourchette, ma mère m'a demandé quelque chose. Elle m'a demandé de lui mettre du fil et une aiguille dans les mains, même si elle ne pouvait pas coudre, même si ses doigts ne répondaient en plus. Elle voulait juste sentir le poids de ses outils. Elle voulait juste se rappeler qui elle avait été. Et je l'ai fait. Chaque soir, avant de dormir, je lui mettais le fil et l'aiguille dans les mains. Et elle les tenait pendant quelques minutes, sans rien faire, juste en sentant. Après, elle me les rendait et me disait « Je suis toujours couturière, ma fille. Mes mains ne fonctionnent plus, mais je suis toujours celle que je suis. Quand je vous ai vue assise devant le piano couvert il y a 2 ans, pleurant en silence, j'ai compris quelque chose. Vous ne pleuriez pas à cause de la douleur. Vous pleuriez parce que vous sentiez que vous aviez cessé d'être celle que vous étiez. Une pianiste sans piano, c'est comme une couturière sans fil. La douleur n'est pas dans les mains. La douleur est dans l'âme. C'est pour ça que j'ai commencé les massages. Pas parce que je croyais que j'allais vous guérir. Pas parce que je pensais que vous pourriez rejouer comme avant. Je l'ai fait parce que je voulais que vous vous sentiez de nouveau comme une pianiste. Même si ce n'était que quelques minutes par jour. Même si ce n'était qu'en jouant 8 mesures imparfaites. Vous avez recommencé à jouer, Madame Hélène. Non pas parce que vos mains ont guéri, mais parce que vous avez décidé que vous étiez toujours celle que vous avez toujours été. Une pianiste. Et ça, aucune maladie ne peut vous l'enlever. Voici mon cadeau d'anniversaire. Pas l'enveloppe, pas la lettre. Mon cadeau, c'est de vous rappeler que vous n'avez jamais cessé d'être Hélène. La même Hélène qui jouait la Claire de Lune de Debussy à 11 ans. La même Hélène qui a gagné des concours et rempli des salles. La même Hélène qui faisait pleurer les gens avec sa musique. Les mains changent. Le talent demeure. L'âme demeure. Joyeux anniversaire, Madame Hélène. Avec tout mon respect et mon affection, Mireille. Hélène termina de lire. Ses joues étaient trempées de larmes. Sophie pleurait aussi, silencieusement, honteuse. Mireille se tenait debout, près de la table, les mains jointes devant elle, attendant. Hélène posa la lettre sur la table. Elle se leva, elle marcha vers Mireille, et elle l'embrassa. Pas une étreinte de patronne à employer, pas une étreinte formelle,
Une étreinte de quelqu'un qui a été sauvé par quelqu'un qui n'avait aucune obligation de le sauver. Mireille ne sut pas quoi faire au début. Personne ne l'avait embrassée ainsi depuis longtemps. Peut-être depuis la mort de sa mère. Mais après, ses bras trouvèrent le chemin, et elle rendit l'étreinte. Les deux femmes restèrent ainsi pendant un long moment. Sophie les regardait depuis la table. Et à ce moment-là, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais compris. L'argent peut acheter beaucoup de choses. Il peut acheter des hôtels particuliers et des traitements et des employés. Mais il ne peut pas acheter ce que Mireille avait donné à Hélène. Présence, patience, espoir. Et surtout, le cadeau de lui rappeler qui elle était. Sophie a payé les meilleurs médecins. Mais elle ne lui a jamais donné la seule chose qui ne coûte rien. Du temps. Mireille a donné 2 ans de son temps, 40 minutes quotidiennes de ses mains, sans rien demander en échange. Et le résultat n'a pas été une guérison miraculeuse. Le résultat a été quelque chose de plus précieux. Le résultat a été qu'Hélène est redevenue Hélène. Cette histoire ne devrait pas exister. Une employée de maison rendant la musique à une concertiste. Une sœur millionnaire découvrant que tout son argent ne servait à rien pour ce qui importait vraiment. Une promesse faite près du cercueil d'une mère, tenue des années plus tard à une inconnue. Mais elle existe. Et si elle est arrivée jusqu'à vous, c'est parce que vous aviez besoin de l'entendre. 4 mois après l'anniversaire d'Hélène, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Hélène était assise au piano comme chaque après-midi, s'exerçant, lentement, avec patience. Mireille était dans la cuisine, préparant le dîner. Sophie, pour la première fois depuis des années, était rentrée tôt, lisant un livre sur le canapé du salon. Et alors Hélène commença à jouer. Pas 8 mesures, pas un fragment. Le premier mouvement complet de la claire de lune de Debussy. 3 minutes et demie de musique, imparfaite, lente, avec des pauses là où il ne devrait pas y en avoir, mais complète. Sophie laissa tomber le livre. Mireille sortit de la cuisine, les mains encore mouillées. Les deux restèrent debout, écoutant. Et quand Hélène joua la dernière note, personne n'applaudit. Personne ne dit rien. Seul le silence. Un silence rempli de tout ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Hélène se tourna vers elle. « Aujourd'hui, ça fait 10 ans que ma mère est morte, dit Hélène. C'était la dernière chanson que j'ai jouée à son enterrement. » Sophie se souvint. Elle se souvint de ce jour de pluie. Elle se souvint d'Hélène jouant devant le cercueil. Je me souviens des larmes de tous ceux qui étaient présents. Je me souviens qu'après l'enterrement, Hélène n'a plus jamais touché un piano. Jusqu'à aujourd'hui. Pendant 10 ans, je n'ai pas pu écouter cette chanson sans que ça me détruise, continua Hélène. Mais aujourd'hui, je voulais la rejouer. Pour elle et pour moi. Hélène regarda Mireille. Et pour toi, Mireille, parce que tu m'as rendu la possibilité de le faire. Mireille baissa les yeux. Elle n'était pas habituée à ce qu'on la regarde ainsi, à ce qu'on la reconnaisse. Mais Hélène continua. Ma mère aurait aimé te connaître. Vous vous seriez bien entendus. Vous deux comprenez quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Quoi donc, Madame Hélène? Que les mains qui soignent sont plus précieuses que les mains qui jouent. Mireille releva les yeux. Ses yeux croisèrent ceux d'Hélène. Et à ce moment-là, 2 histoires de mères perdues s'unirent. La mère de Mireille, qui n'a pas pu caresser sa fille dans ces dernières années. La mère d'Hélène, qui est morte sans savoir que sa fille cesserait de jouer. 2 deuils, 2 promesses, 2 rédemptions. Sophie se leva du canapé. Elle marcha vers le piano. Elle s'assit à côté d'Hélène sur le banc. « Je n'ai jamais su jouer, dit Sophie. J'ai toujours été la sœur qui n'avait pas de talent musical. » Hélène sourit. « Tu n'as pas besoin de savoir jouer. Tu as juste besoin d'être là. » Sophie acquiesça. « Alors, je vais être là. » Mireille les regarda depuis l'entrée du salon. 2 sœurs assises ensemble devant un piano, l'une qui pouvait jouer, l'autre qui ne pouvait qu'écouter, mais ensemble, finalement ensemble. « Madame Sophie, dit Mireille. Sophie se tourna. « J'ai une question. Dis-moi, je peux m'asseoir avec vous ?» Sophie regarda Hélène. Hélène acquiesça. « Viens, dit Sophie. Il y a de la place pour 3. » Mireille marcha vers le banc. Elle s'assit à côté de Sophie. 3 femmes devant un piano à queue.
une femme d'affaires millionnaire, une pianiste aux mains brisées, une employée de maison aux mains crevassées à force de soigner. 3 histoires différentes qui s'étaient croisées dans cet hôtel particulier. 3 vies qui ne seraient plus jamais les mêmes. Hélène leva les mains au-dessus des touches. « Cette chanson est pour nous 3, dit Hélène. Pour mes mains. Pour les tiennes, Mireille. Et pour les tiennes, Sophie, qui ont finalement appris à rester tranquilles. » Et elle commença à jouer. Pas clair de lune cette fois. Une chanson différente. Plus simple. Plus lente. Une berceuse. La même berceuse que sa mère lui chantait quand elle était petite. Celle qu'elle a appris à jouer à 7 ans. Celle qu'elle n'avait pas jouée depuis qu'elle avait 20 ans. Les notes remplirent le salon. Et les 3 femmes fermèrent les yeux. Chacune se souvenant de sa propre mère. Chacune sentant que, d'une certaine façon, ses mères étaient là avec elle. Quand la chanson se termina, personne ne parla. Il n'y avait rien à dire. Tout ce qui importait avait déjà été dit. Avec les mains, avec la musique, avec le silence partagé. Aujourd'hui, 3 ans après cet après-midi de vendredi, les choses sont différentes dans l'hôtel particulier de Sophie. Hélène n'a pas guéri. La polyarthrite est toujours là. Les déformations sont toujours là. La douleur est toujours là. Mais Hélène donne des cours de piano. Des cours adaptés pour les enfants atteints de handicap moteur. Des enfants qui, comme elle, ont des corps qui ne répondent pas comme ils devraient. Hélène leur enseigne que la musique n'est pas dans les mains. Elle est dans l'âme. Elle leur enseigne que 8 mesures imparfaites sont plus précieuses qu'aucune. Elle leur enseigne qu'abandonner n'est jamais la seule option. Mireille ne travaille plus comme employée de maison. Sophie lui a offert un poste différent. Assistante personnelle d'Hélène, accompagnatrice, amie. Mireille a refusé l'augmentation de salaire 3 fois avant de l'accepter. Non pas parce qu'elle n'en avait pas besoin, mais parce qu'elle avait besoin de s'assurer qu'elle ne le faisait pas pour l'argent. Elle continue à masser Hélène tous les soirs. 40 minutes. Comme toujours. Certaines choses n'ont pas besoin de changer. Sophie a réduit son temps de travail de 14 heures à 8 heures. Le groupe continue de fonctionner. Les contrats continuent de se conclure. L'argent continue d'arriver. Mais maintenant, Sophie rentre à la maison à temps pour dîner. Chaque dimanche, les 3 dînent ensemble. Sans travail, sans téléphone, sans interruption. Seulement 3 femmes partageant une table, une histoire et un silence qui ne fait plus mal. La photo de la mère de Mireille a une nouvelle place. Elle n'est plus dans la poche du tablier de Mireille. Elle est sur la cheminée du salon, à côté de la photo de la mère d'Hélène et Sophie. 3 femmes qui ne se sont jamais connues. 3 mères qui ont laissé des filles derrière elles, mais dont les héritages se sont rencontrés dans cette maison. Et le piano à queue n'est plus recouvert. Il ne l'a plus jamais été. Il sonne tous les jours. Parfois bien, parfois mal. Parfois seulement des notes isolées qu'Hélène pratique avec patience. Mais il sonne. Et c'est ce qui importe. Il y a un cahier sur le bureau d'Hélène. Le même cahier où Mireille dessinait des exercices pour les mains. 50 pages de dessins et d'annotations. Hélène le garde comme un trésor, si même parfois. Elle l'ouvre, lit les exercices. Regarde les dessins faits par quelqu'un qui n'avait pas de formation, mais qui avait quelque chose de plus précieux. La détermination. Et chaque fois qu'elle le regarde, elle se souvient de la leçon la plus importante qu'elle a apprise pendant ces années. Je ne vous promets pas que vous rejouerez comme avant. Je vous promets seulement que vos mains ne seront pas seules. C'est ce que Mireille lui a dit lors d'un des premiers massages, quand Hélène ne croyait pas encore, quand elle pensait encore que tout était perdu. Vos mains ne seront pas seules. Cette promesse simple, cette promesse humble, a été plus puissante que tous les traitements, toutes les thérapies, tous les millions de Sophie, parce qu'au final, il ne s'agissait pas de guérir les mains, il s'agissait de les accompagner. Vous avez 2 options maintenant que vous avez écouté cette histoire. La première option est d'oublier, fermer la vidéo, continuer votre journée, prétendre que ce que vous venez d'entendre ne vous a pas affecté. La deuxième option est de vous souvenir qu'il y a des gens comme Mireille dans le monde, des gens qui font ce qui est juste sans que personne ne le leur demande, des gens qui donnent sans attendre de recevoir, des gens qui soignent sans chercher de reconnaissance, et de vous souvenir que vous aussi,
Vous pouvez être cette personne. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour faire une différence. Vous n'avez pas besoin d'avoir de formation, ni de diplôme, ni de ressources. Vous avez juste besoin d'avoir des mains disposées à soigner. Il existe des anges. Certains portent des uniformes d'employés et ont les mains crevassées à force de donner. Mireille a été un ange pour Hélène. Peut-être que vous pouvez être un ange pour quelqu'un d'autre. La lettre de Mireille se termine par une phrase qu'Hélène lit tous les soirs avant de dormir. La même phrase que je veux maintenant vous laisser à vous. Les mains changent. Le talent demeure. L'âme demeure. Peu importe ce que vous avez perdu. Peu importe ce que vous ne pouvez plus faire. Ce que vous êtes ne change jamais. Vous avez juste besoin de quelqu'un qui vous le rappelle. Peut-être, après tout, as-tu simplement besoin d'être celui qui le rappelle à quelqu'un d'autre. Mes mains ne jouent plus comme avant. Mais grâce aux tiennes, elles ont ressenti à nouveau. Ce fut la dernière phrase qu'Hélène dit à Mireille cet après-midi de vendredi. Et c'est avec cette phrase que je veux terminer cette histoire. Parce qu'elle résume tout. Les mains qui prennent soin ont le pouvoir de rendre ce qui semblait perdu. Les mains qui donnent ont le pouvoir de guérir ce qui semblait brisé. Les mains qui restent ont le pouvoir de reconstruire ce qui semblait détruit. Les mains de Mireille étaient craquelées, rouges, usées. Mais ce furent les mains les plus précieuses qu'Hélène rencontra dans sa vie. Et la question que je te pose est celle-ci. Que font tes mains? Est-ce qu'elles paient? Est-ce qu'elles achètent? Est-ce qu'elles travaillent? Ou est-ce qu'elles prennent soin? Réfléchis-y. Parce que la réponse à cette question définit qui tu es réellement. Pas ce que tu dis que tu es, pas ce que tu crois que tu es, mais qui tu es vraiment. Et si cette histoire t'a touché le cœur, écris le mot « main » dans les commentaires. Parce que les histoires comme celle-ci ont besoin d'être racontées. Et les personnes comme Mireille ont besoin d'être rappelées. Ces mains craquelées méritent que le monde sache ce qu'elles ont fait.